Dans un futur proche, l'humanité a survécu de justesse à une attaque extraterrestre dévastatrice qui a bien failli anéantir le monde tel qu'on le connaît. Malheureusement, on ne sait rien de nos envahisseurs, surnommés les Dorifores. Sinon, qu'ils sont intelligents, maîtrisent le voyage interstellaire, sont implantés dans plus de 80 systèmes de la galaxie et ont une supériorité numérique écrasante sur les humains. Mais depuis la miraculeuse victoire contre eux, les Dorifores n'ont plus donné aucun signe de vie. Et cela fait maintenant 70 ans. Comment interpréter leur silence? Comme un signe de paix ou comme celui d'une offensive imminente? En tout cas, l'humanité a fait son choix. Elle n'attendra pas une nouvelle invasion pour découvrir les intentions de ses ennemis et prépare sa contre-attaque. Au cœur de ce plan, une école spatiale internationale où les enfants sont formés dès leur plus jeune âge à devenir d'incroyables stratèges. Parmi eux se trouve Ender Weyings, un garçon exceptionnel repéré pour son génie tactique. Intégré à l'école à seulement 6 ans, il se perfectionne grâce à des simulations militaires et des jeux de stratégie. Mais Ender devra surmonter 3 défis majeurs. Le premier, survivre à sa formation, car il n'est qu'un enfant, et le poids des responsabilités qui reposent sur ses épaules est énorme. Le deuxième, comprendre les Dorifores, ces assaillants insaisissables. Car en stratégie militaire, tout le monde le sait, pour vaincre un adversaire, il faut le connaître aussi bien que l'on se connaît soi-même. Et le troisième, une fois qu'on connaît son ennemi comme soi-même, peut-on encore le détester? C'est le synopsis d'un monument de la science-fiction, La stratégie Ender, un roman signé Orson Scott Card, publié en 1985. Premier tome du cycle d'Ender, une saga qui s'étend sur 6 volumes, ce livre a véritablement marqué les esprits et s'est imposé comme un classique de la science-fiction américaine. Récompensé par les prestigieux prix Nebula en 1985 et Hugo en 1986, c'est une œuvre incontournable pour les amateurs du genre. La stratégie Ender, c'est, je pense, un incontournable de la science-fiction. Non seulement l'histoire est captivante, mais elle est surtout très accessible, même pour ceux qui ne sont pas de grands lecteurs. Le style d'Orson Scott Card est en effet très épuré, sobre et minimaliste. Au-delà de son intrigue prenante, ce roman nous interroge sur des thèmes forts et notamment celui de l'éducation. Comment, en tant que société, amener des enfants à atteindre leur plein potentiel dans un contexte de guerre pour la survie de l'humanité? Est-ce qu'un environnement hostile qui les pousse à se dépasser sans relâche est la meilleure façon de les élever, tant sur le plan physique qu'intellectuel, et de les préparer à ce qui arrive? Ou est-ce que c'est simplement les brûler à grand feu? Le roman explore aussi des sujets d'une grande modernité, comme la manipulation de l'opinion publique, notamment à travers les réseaux sociaux, et l'implication des enfants dans les conflits, où la raison d'État justifie tout. Mais le cœur de la réflexion de ce roman, c'est sur des questions fondamentales comme l'anthropomorphisme, le spécisme et les horreurs que peut entraîner un génocide. En ce qui concerne les points négatifs du roman, je mentionnerai en fait le style d'écriture d'Orson Scott Card. Donc j'ai dit qu'il était certes très accessible, très sobre, mais pour ma part, je l'ai trouvé trop minimaliste pour mon goût. L'écriture est directe, elle va droit au but, sans fioritures, donc vous l'aurez compris, l'auteur ne s'embarrasse pas trop de poésie, ça reste efficace et satisfaisant, mais personnellement, j'ai un faible pour les tournures élégantes et les belles envolées lyriques. C'est peut-être pour ça que, si la stratégie Ender semble, pour moi, un incontournable de la science-fiction, c'est pas non plus un roman qui m'a bouleversée émotionnellement. Je l'ai vécu comme une lecture divertissante, intellectuellement stimulante, parce qu'elle a abordé plein de thèmes différents, mais qui n'a pas touché mon cœur. Mais ça reste quand même une expérience marquante par la force de l'intrigue et donc la richesse des thèmes. Maintenant, passons à une analyse un petit peu plus approfondie de l'œuvre. Ici, attention, il y aura des spoilers, donc à voir uniquement une fois la lecture du livre terminée. La stratégie Ender suit le cheminement classique de la formation d'un héros, donc un jeune garçon qui est confronté à des obstacles, qui va les surmonter, qui va apprendre de ses erreurs et qui va devenir à chaque étape une meilleure version de lui-même. Vraiment?
En réalité, j'ai plutôt l'impression que ce récit décrit la lente destruction de la personnalité d'un enfant, quelqu'un forcé de grandir trop vite, de faire face à des problèmes d'adultes et d'apprendre qu'il ne peut compter sur personne. Progressivement isolé, vidé de tous ses repères et de son innocence, Ender finit par devenir un être profondément marqué qui va aller jusqu'à peiner à trouver en lui-même la volonté de vivre. Toute son existence est tournée autour d'un but unique, vaincre l'ennemi. Du coup, malgré son immense intelligence et sa grande résilience, il va porter à jamais les cicatrices de ses expériences traumatisantes. Le roman soulève ainsi une question déchirante qui est celle des enfants soldats. Ce thème résonne particulièrement dans une scène assez marquante où un autre enfant soldat va dire à Ender: «Nous ne sommes pas des enfants. Les enfants peuvent se perdre, parfois, et personne ne s'en inquiète. Les enfants ne sont pas dans des armées, ils ne sont pas commandants, ils ne dirigent pas 40 gosses. C'est plus que ce que l'on peut supporter sans devenir fou.» Et que dire de cette déclaration finale empreinte d'une amère lucidité qu'Ender adresse à Valentine? «Nous devons partir, je suis presque heureux ici. Alors reste, je vis depuis trop longtemps avec la douleur. Sans elle, je ne saurais pas qui je suis.» Ces moments d'introspection et de souffrance rappellent que derrière les victoires et les grands accomplissements se cache souvent un plus humain dévastateur. Et le roman nous invite ainsi à réfléchir à ce que l'on sacrifie au nom de la survie. L'une des grandes pistes de réflexion que propose la stratégie Ender, c'est le thème de l'anthropomorphisme, ou plutôt ici on pourrait dire le dorifomorphisme. En fait, cette idée consiste à projeter notre vision du monde sur d'autres espèces qui pourraient pourtant fonctionner selon des logiques totalement différentes. Par exemple, penser qu'un animal n'est pas intelligent parce qu'il ne parle pas, sans envisager qu'il puisse avoir son propre langage inconnu de nous. Et en fait, dans le roman, ce qui est intéressant, c'est que cette erreur d'interprétation se retourne contre l'humanité. On va être les victimes de cet anthropomorphisme appliqué à la sauce Doryphore, donc dorifomorphisme. En fait, les doryphores, donc qui sont, je le rappelle, une espèce extraterrestre, heu, ont essayé d'envahir la Terre à cause d'un gigantesque malentendu. Pour eux, l'intelligence n'existe qu'à l'échelle collective au sein d'une colonie. Et en observant les humains, qui n'ont aucune coordination apparente à leurs yeux, elles ont conclu qu'il s'agissait d'une espèce dénuée d'intelligence. Or, les humains fonctionnent différemment, de manière individuelle. Et on a une intelligence individuelle et non pas collective. Ce renversement de perspective est vraiment fascinant et nous invite à interroger nos conceptions de l'intelligence, notre tendance au spécisme et au jugement souvent biaisé sur les autres espèces. C'est une véritable incitation à la prudence face à l'inconnu et à la complexité du vivant. Malgré tout, je reste un peu sur ma faim. Le plot twist absolument passionnant est un peu expédié et je trouve qu'il aurait gagné à être davantage développé, plus subtil, plus travaillé. Ce retournement de situation aurait vraiment mérité un peu plus de profondeur pour marquer l'impact qu'il aurait dû avoir sur le récit et les personnages. Après, je n'ai pas encore lu le tome 2, donc peut-être qu'il creusera davantage certains aspects et viendra donc répondre à ses attentes. La stratégie Ender a été brillamment adaptée, je trouve, en 2013 dans un film réalisé par Gavin Hood. Le casting est plutôt solide. On retrouve Asa Butterfield dans le rôle d'Ender et Harrison Ford qui incarne le colonel Grass. Visuellement, le film est d'une très grande beauté. Il est vraiment magnifique, les effets spéciaux sont super bien faits pour l'époque, je trouve. Et émotionnellement, il parvient à être encore plus convaincant que le livre. Donc c'est d'ailleurs, ce film que j'ai vu à l'âge de, peut-être 13 ou 14 ans, qui m'a donné envie de découvrir l'œuvre originale et il m'avait vraiment profondément marquée à l'époque. Donc je vous recommande, ce film, peut-être avant ou après le livre, comme vous préférez. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci à ceux qui ont suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé, soit du livre, soit du film La stratégie Ender. Est-ce que vous avez lu les tomes suivants? Qu'est-ce que vous en avez pensé?
Et si jamais vous avez des suggestions, de thèmes que j'aurais pu plus approfondir, dans cette vidéo ou des recommandations pour les prochaines, n'hésitez pas dans l'espace commentaire. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.